Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le traumatisme après la disparition de Liana, ayant une pensée pour sa famille et pour ses proches. Autre sujet, tout autre sujet à présent, on va parler du service public à travers un ouvrage, celui de Jacques Cardoz, aux éditions Fayard, Les Inquisiteurs. Cache, complément d'enquête, envoyé spécial, un rédacteur en chef témoigne. Il était au cœur de ce réacteur, vous allez en parler dans un instant. Et en soi, ça vient percuter une actualité brûlante, puisque Radio France a été sermonné sur le pluralisme politique. À moins d'un an de la présidentielle, le groupe public a été mis en demeure par l'Arcom pour avoir sous-représenté en journée le Rassemblement national. Écoutez Jordan Bardella. D'abord, pour accepter les invitations sur ces antennes, faudrait-il encore que ces antennes se mettent en conformité avec les obligations de pluralité qui ont été rappelées par l'Arcom. Ce rapport de l'Arcom, il est extrêmement inquiétant. Oui, il est extrêmement inquiétant, il est extrêmement préoccupant, parce que le service public est la maison commune sur le papier de tous les Français, qu'ils financent par leurs impôts, par leurs efforts et par leur travail. Ce que j'attends du service public, c'est qu'il soit un service public et qu'il ait conscience qu'il représente tous les Français, y compris les Français qui ne votent pas pour la gauche, pour le centre, ou qui ont pu voter pour le Rassemblement national ou pour les partis de droite. Philippe de Villiers, revenons donc, et je le disais, c'est l'actualité en parallèle, le livre de Jacques Cardoz, cette mise en demeure du service public. Est-ce que vous êtes surpris par toutes ces actualités qui se percutent? Alors, j'ai eu le privilège de lire ce livre, et je n'en parlerai pas, c'est une éruption volcanique. Donc je dirais simplement que Jacques Cardoz était un grand journaliste, apprécié par ses pairs, qui a de ses références, qui a été patron de complément d'enquête, etc. Donc en fait, il décrit le Titanic à partir de la salle des machines. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à dire sur les glaçons qui rentrent dans les soutes. C'est absolument saisissant. Voilà. Complément d'enquête qui s'est intéressé à moi hier indirectement, puisque je suis toujours le bourreau, le salaud, etc. Parce que le complément d'enquête a ses cibles, vous voyez. Moi, je suis une cible privilégiée de complément d'enquête. Il y en a d'autres. Mais par exemple, il raconte, Jacques Cardoz, que quand il a voulu faire un sujet sur Mélenchon, on lui a dit « Ah non, 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 c'est pas possible. » Ah bon, pourquoi? Parce que LFI nous donne beaucoup de renseignements. Ah, d'accord, ok. Bon, j'en dis pas plus, mais ceux qui liront ce livre ne seront pas déçus. C'est un voyage en enfer. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, justement. On va revenir à Jean-Luc Mélenchon, qui a organisé dimanche dernier son premier meeting de campagne. C'était à Saint-Denis, au pied de la basilique, devant le porche d'ailleurs de la basilique. Immense meeting avec plus de 20 000 personnes présentes. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'est attaqué à ceux qui étaient obsédés de la race. Et il a parlé de la Nouvelle-France. Quelques-uns des sujets que je viens de citer concernent la Nouvelle-France. À peine vais-je commencer à en parler que, répondant à l'appel du chiffon rouge que j'agitais, on a vu s'enflammer les obsédés de la race. Ainsi, monsieur Bardella, bon trumpiste, veut même supprimer le droit du sol de naissance. Ce serait un crime antinational. Geoffroy Lejeune. Philippe, on sent presque chez Jean-Luc Mélenchon dans ce discours une forme de gourmandise en annonçant la future confrontation entre la Nouvelle-France, donc ses supporters, et la France éternelle. Est-ce que, selon vous, cet affrontement qui nous est annoncé sera l'enjeu majeur de l'année prochaine et notamment de 2027 ? Petit rappel important, prenez bien les propos dans leur globalité, avec nuance et recul. Le but ici est d'inciter à la réflexion, pas de sortir une phrase de son contexte, ni de fermer le débat. Si vous voulez soutenir le projet et nous aider à le développer avec plus de moyens, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager votre avis en commentaire. Le débat continue aussi avec vous. C'est un homme intelligent et qui a des anticipations stratégiques qu'il faut suivre de près. Parce qu'il est intelligent. Et effectivement, je pense que se profile la grande confrontation méta-historique entre les deux France. Là, pour reprendre l'expression de Mélenchon, la Nouvelle-France et l'Ancienne France.
Alors il y a ceux qui veulent une nouvelle France, issue d'autres territoires de l'esprit, qui leur tiennent à cœur, difficilement compatibles, on verra plus tard, le Wokistan et l'Islamistan. Et il y a ceux qui veulent sauver l'ancienne France, qui authentifient l'unité des vivants et des morts dans le temps long. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce meeting, c'est un slogan qui a été repris en chœur par la foule. On est chez nous. On est chez nous. Or, ce slogan, il vient d'en face, puisque c'était le slogan des années 80-90 du Rassemblement national, et c'était le slogan des meetings d'Éric Zemmour. On est chez nous. Donc le slogan est repris par le Wokistan et l'Islamistan avec un sens contraire. Notez bien que ça fait 2 fois qu'il y a un jeu de transfert sémantique. La première fois, c'était le grand remplacement. Le grand remplacement qui était considéré comme une expression fasciste, régressive, d'extrême droite, quand c'était Zemmour qui en parlait. Et aujourd'hui, le grand remplacement, c'est progressiste. Hier, on est chez nous, c'était une expression fasciste pour toute la presse française de la société de connivence. Maintenant, c'est progressiste. Vous voyez ? Il suffit qu'on change de camp pour que les mots retrouvent de belles couleurs. Voilà. Alors, on est chez nous, ça veut dire ceux qui ne sont pas bien avec nous, ils ne sont pas chez eux. Et d'ailleurs, il y a une expression qui a été utilisée au cours de ce meeting, sauf erreur de ma part, c'est l'ancienne France doit s'en aller ou s'éteindre. Voilà. Elle n'a plus sa place dans la nouvelle France. En d'autres termes, ce que veut faire la nouvelle France, c'est déloger l'ancienne France, la dégager. Et d'ailleurs, il y a des mots-clés là-dessus, récents. Jean-Luc Mélenchon a dit récemment la ruralité n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, c'est l'anéantissement mental d'une réalité qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas traiter et qu'on ne veut plus accepter. Plus de ruralité. Il n'y a qu'une solution, c'est la métropolisation massive et l'immigration invasive. Le reste, ça n'existe pas. C'est des pans entiers de la France périphérique, pour parler comme Gulli, qui devront disparaître, être biffés, effacés. Le grand effacement. Mais ça va plus loin, puisque cette éradication, elle est rétroactive dans l'esprit de Mathilde Panot. Puisque Mathilde Panot a ajouté « La France blanche et chrétienne n'a jamais existé ». Vous vous souvenez de cette phrase ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement on va éradiquer la France d'aujourd'hui, celle qui ne nous plaît pas, l'ancienne France, mais en plus, on éradique son propre souvenir. On éradique la France d'avant. C'est-à-dire que c'est du Robespierre du riche, du Robespierre en kéfier. En réalité, quand on connaît Mélenchon, quand on sait d'où il vient, on comprend. C'est le retour à la dékoulakisation de Staline, l'éradication physique des koulaks, des paysans qui ne plaisent pas au pouvoir soviétique. C'est l'éradication des villages avec Ceausescu, qui transfère des villages, qui déménage des villages entiers, et Pol Pot avec les Khmers rouges. Mais ça va plus loin chez Mélenchon. Parce que quand il était membre de l'OCI, l'Organisation communiste internationale, il lui a fallu choisir un pseudonyme. C'est la règle, c'est la coutume. Et vous savez qu'il a choisi comme pseudonyme Santerre. Alors ça ne dit rien à personne, Santerre. Personne ne connaît Santerre. Tout le monde connaît Jean Santerre, mais là, Alphonse Joseph Santerre, c'est un illustre inconnu. Sauf que moi, je suis vendéen. Et je connais Santerre. Parce que c'est l'homme qui a été délégué par Robespierre pour venir empoisonner les sources à l'arsenic, pour tuer la population vendéenne, un peuple. Le peuple réel qui ne plaisait pas au peuple abstrait. C'est lui qui a bricolé les fumigations méphitiques, je le cite,
les gaz asphyxiants et les fumées soporifiques. Donc imaginez maintenant que ce Santerre est le nom d'emprunt de Mélenchon quand il est devenu trotskiste. Faites la projection et dites-vous que cet homme au pouvoir pensera aux fumigations méphitiques pour les gens comme vous, comme moi. Ensuite, il y a l'ancienne France. Ce qu'il en reste. En fait, un jour, Apathy a dit l'ancienne France, la France éternelle, c'est Pétain. Non, c'est De Gaulle le 25 août 1944. Il dit on est chez nous à Paris, vous pouvez retrouver le discours, la France éternelle. Alors c'est quoi la France éternelle? Premièrement, c'est la mémoire salvatrice. Pas une mémoire atrophiée, qui ne transmet plus, pas une mémoire pénitentielle qui pratique l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés, pas une mémoire invertie comme aujourd'hui, où on vit à l'inverse de nos pères avec un renversement des repères dans tous les sens du terme. C'est pourquoi je dis une mémoire invertie. Mais c'est aussi un art de vivre à la française. Et ça, j'y tiens beaucoup. L'art de vivre à la française, ça veut dire qu'en fait, on est en France, on vit à la française avec un esprit français, avec une gastronomie française, c'est pas un master poulet. En France, on ne mange pas halal. En France, on n'égorge pas les animaux sans les avoir étourdis. En France, on parle avec les femmes, on leur serre la main, on ne les frappe pas, on ne les oblige pas à se voiler. La polygamie est interdite. En France, on ne porte pas des tenues du 7e siècle, la tenue du prophète. En France, on a des clochers, pas des minarets, et on préférera toujours le bourdon de la basilique de Saint-Denis et de Notre-Dame plutôt que le muezzin. On préférera toujours le bedeau au muezzin. On préfère nos cloches aux prières de rue de Brie-en-Marne. Je salue au passage le courage du maire qui a dénoncé tous ces haut-parleurs qui appellent la nouvelle société islamique à venir dans la rue pendant qu'on nous demande de faire taire les cloches dans la paroisse de la Garnache. Et donc, l'art de vivre. Et puis enfin, la langue. Sur la langue, je dirais une seule chose qui me frappe beaucoup. C'est comment Romain Rolland raconte l'enterrement de Victor Hugo. À l'enterrement de Victor Hugo, entre l'Arc de Triomphe et le Panthéon, il y a 2 millions de Français qui suivent le corbillard de la langue française, le corbillard de la culture populaire. Et ce sont des gens qu'on dirait aujourd'hui analphabètes. Ce sont des gens qui sont lettrés, mais qui appartiennent au petit peuple de France, au petit peuple anonyme, un petit peuple qui lit, qui sait lire, qui sait écrire. La France de toujours, la France de Victor Hugo, la France de Notre-Dame de Paris, la France éternelle. Et nous ne laisserons pas, l'année prochaine, arriver M. Santerre avec son arsenic au pouvoir. Autre sujet, Philippe de Villiers. Et je le disais en début d'émission, vous souhaitez répondre à ceux qui vous ont accusé de tous les maux cette semaine. Nous avons assisté à une grossière manipulation du propos d'ailleurs, que vous avez tenu vendredi dernier sur Ksenia Federova. Ksenia Federova, qui est une journaliste qui travaille à Europe 1, à CNews, visée par une partie de la classe politique et médiatique pour son positionnement autour de la guerre en Ukraine. Vous avez rappelé que nous vivions dans un nouveau monde, qu'un individu sortait de la pensée dominante. Il y avait cette fameuse formule, le propagandiste. D'ailleurs, vous êtes vous-même peut-être un propagandiste. Je vous regarde en chien de faïence. Et dans un raisonnement ironique, par l'absurde, vous répondiez à ceux qui voulaient retirer le titre de séjour de Ksenia Federova. C'est un échange qui a duré près de 10 minutes. Question-réponse. Et qui s'est quand même conclu par « Vous êtes le premier Français sous OQTF ». Et cette fois-ci, elle sera exécutée. Oui, vous avez fait de l'humour en répondant à l'humour. Oui, bientôt on mettra des astérix quand il y aura du second degré. Oui. Je vous propose de re-regarder la séquence en cours et 2 minutes, et non 13 secondes, manipulée ensuite sur les réseaux sociaux. Le réquisitoire, c'est retirer le titre de séjour à Ksenia Federova. Alors, pour 3 raisons. Elle est russe,
elle est donc pro-russe. Vous me suivez, hein? Et donc, c'est un agent de propagande russe. Alors, vous me suivez, sauf qu'il va falloir me suivre jusqu'au bout. Parce que dans ce cas-là, Glucksmann, comme l'a très bien dit Éric Zemmour, Glucksmann, il est pro-Zelensky, il est pro-Ukraine. Donc, c'est un agent de propagande ukrainienne. Il faut peut-être qu'on lui retire son titre de séjour. Retailleau et Édouard Philippe, qui sont allés en Ukraine, ils ont fait la propagande pour l'Ukraine. Au moment même où l'Ukraine vient de saluer, il y a un article dans Le Monde superbe, vient de saluer les anciens nazis nationalistes en Ukraine, en présence de Zelensky. Ils cautionnent ça. Donc ceux qui vont en Ukraine, moi je propose que, au nom de la lutte contre les nazis ukrainiens, on leur retire leur titre de séjour. En tout cas, qu'on leur dise non, vous n'allez pas vous présenter à la présidentielle quand même. Mais il y a d'autres cas un peu plus difficiles. Rima Hassan, elle est pro-Hamas. Donc c'est un agent de propagande du Hamas, donc on peut lui retirer son titre de séjour. Ça serait pas mal d'ailleurs. Ksenia Fedorova, Rima Hassan, 2 femmes, vous voyez, bon. Et puis il y en a un que je ne veux pas oublier, parce qu'il m'en voudrait de l'avoir oublié. Parce que souvent il parle de moi. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il est algérien, il est pro-algérien, c'est un agent de propagande algérien. Alors là, pur sucre. Donc on pourrait aussi lui retirer son titre de séjour. Mais qu'est-ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux? Ça. Écoutez. Glucksmann, il est pro-Zelensky, il est pro-Ukraine. Donc c'est un agent de propagande ukrainienne. Il faut peut-être qu'on lui retire son titre de séjour. 13 secondes. 13 secondes qui ont donné ça. Voilà le verbatim précis exact de Philippe de Villiers. Glucksmann, il est pro-Zelensky, il est pro-Ukraine, donc c'est un agent de propagande ukrainienne. Faut peut-être qu'on lui retire son titre de séjour. Fermez les guillemets des propos qui vous indignent, Isabelle. Oui, à tous ceux qui jouent la non-francité comme argument politique, parce que pour ces gens-là, on ne peut pas être un vrai Français, un Français véritable, un Français de souche, que quand on est capable d'aligner 15 ou 20 générations sur le sol de l'Hexagone sans aucun mélange, avec pour seul horizon et seule racine une lignée blanche et catholique, que ce soit Philippe de Villiers, voulant pour ses opinions retirer, je le cite, son titre de séjour à Raphaël Glucksmann, parce que quand on est Philippe de Villiers, il est semble-t-il impensable d'être tout à la fois juif et français, avec cette petite musique bien rance, à peine sous-entendue sur la double allégeance des juifs. C'est une remarque non seulement débile, mais pro-russe, c'est-à-dire contraire aux intérêts français, et surtout, c'est une remarque antisémite. Le mythe du juif errant, qui au fond n'est pas vraiment français, qui aurait une double allégeance, c'est le plus vieux trope antisémite de l'extrême droite. Une obsession dont, manifestement, elle n'arrive pas encore aujourd'hui à se défaire. Geoffroy Lejeune. Je crois que là, on a sous les yeux un cas chimiquement pur de manipulation médiatique comme rarement on a. C'est assez exceptionnel. Alors, grâce au travail d'Eliott et de CNews, on voit bien la différence entre ce que vous dites et l'humour et ce qu'ils en ont fait et la conclusion. Mais vous, Philippe, quelle est votre réaction ce soir? Alors, d'abord, j'ai une pensée pour Bernadette Chirac. Ça n'a rien à voir, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. À l'approche des présidentielles, cette chaîne va regrouper un maximum d'interventions de vos personnalités politiques préférées et d'analyses. On espère vous aider à comparer les idées et à vous forger un véritable avis politique avant la date finale des élections. Si vous voulez soutenir ce projet, abonnez-vous, laissez un like et venez débattre dans les commentaires. C'est uniquement grâce à vos retours que ce format pourra se développer davantage. Encore merci pour votre visionnage. Que j'ai très bien connue quand j'étais stagiaire de Léna en Corrèze, qui était une femme remarquable et qui avait beaucoup d'humour. Et un jour, elle m'a dit, sur le quai de la gare à Brive, parce que j'avais fait une formule humoristique qui n'avait pas été comprise par le journal La Montagne. Elle m'a dit, Philippe, vous devriez faire attention avec les journalistes d'aujourd'hui, qui ne sont pas les journalistes d'hier, d'il y a 20 ans ou 30 ans, qui sont des analphabètes. Il ne faut pas faire d'humour. Et elle avait ajouté, parce que le plus souvent, ce sont des moines copistes. Elle avait tout dit. Des moines copistes. Il y en a un qui a démarré, je ne sais pas lequel, Apathy peut-être, etc., qui dit antisémitisme. Bon,
et les autres prennent derrière. Mais en fait, il ne faut pas leur en vouloir. Et moi, je ne leur en veux pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas les outils intellectuels pour comprendre l'humour. Et en fait, comme ils n'ont pas compris ce que j'ai dit, ils se sont dit, oh là là, vous voyez, donc ils se tapent la tête contre les murs, ils se disent, il a dû dire un truc énorme, parce que forcément c'est quelqu'un qui est de droite, donc voilà, et puis il ne défend pas l'Ukraine, donc il faut qu'on l'attaque, c'est forcément un antisémite. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai développé ce qu'on appelle dans la grammaire de Monsieur de Vaugelas une figure de style qui s'appelle l'anaphore. Qu'est-ce qu'une anaphore ? C'est une série de répétitions sous la forme humoristique pour faire un raisonnement par l'absurde. Vous me suivez ? Un raisonnement par l'absurde, ça veut dire que je pars d'un syllogisme captieux. Ksenia Federova, on dit d'elle qu'elle est pro-russe et donc agent de propagande russe. Bon, c'est aberrant pour moi de dire une chose comme ça. Le syllogisme, c'est pas parce qu'elle est russe qu'elle est pro-russe, c'est qu'elle est voilà, c'est pas une évidence en soi. Parce que si c'est une évidence en soi, sous prétexte qu'elle est pro-russe, d'être un agent de propagande russe, c'est autre chose, agent de propagande. Intelligence avec l'ennemi pendant qu'on y est. Donc c'est aberrant. C'est ça que j'ai voulu dire. Voilà, elle est russe, elle est pro-russe, et alors, sur les autres chaînes, en face, là, allez voir, il y a des Ukrainiennes, il y a des gens, etc. C'est ça que j'ai dit. Et donc j'ai fait un raisonnement par l'absurde. Non, mais dans ce cas-là, alors, j'ai pensé à Glucksmann parce que j'avais vu la veille sur une chaîne concurrente Éric Zemmour qui très intelligemment a répondu aux journalistes. Mais alors avec Glucksmann parce qu'il venait de faire une déclaration pro-ukrainienne. Donc moi je reprends ça, voilà, et j'ajoute Rima Hassan, j'ajoute pour pas le blesser, le vexer, c'est vrai, il m'en aurait peut-être voulu de pas le citer, le recteur de la mosquée de Paris, qui est pro-algérien. Bon, ben voilà. Donc, et donc j'ai dit, ben voilà, on va dire qu'il est un agent de propagande algérienne. Bon, voilà. Et Rima Hassan, que j'ai pas voulu oublier non plus, etc. Et les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris uniquement Glucksmann, c'est-à-dire qu'ils ont fait un découpage. Comme faisaient les journalistes soviétiques, on découpait les figures qu'on ne voulait pas sur la photo. Ils ont fait et ils ont dit ah là là, il a pris Glucksmann. Bon, et alors il se trouve que André Glucksmann, le père de Glucksmann, était mon ami. Et on se voyait souvent, je parlais de Marie-France Garot avec Marie-France, on dînait ensemble très souvent, il est venu au Puy du Fou plusieurs fois, avec Yves Montand, Franz-Olivier Gisbert, etc. C'était un ami proche. Donc, et un jour, j'ai dit, j'attaquerai jamais le fils parce que je reporte sur lui la tendresse que j'avais pour son père. On l'appelait l'écorché vif, c'était un homme, c'était un anti-soviétique avéré parce qu'il avait cru au soviétisme, voilà. Du temps de Bernard-Henri Lévy, les nouveaux philosophes, etc. Donc, voilà. Mais il y a autre chose. C'est que ces journalistes, c'est là qu'on voit la manipulation. Ils oublient de citer une partie de mon propos, qui est redoutable. D'ailleurs, il y a eu un article dans le Figaro ce matin sur le sujet, remarquable. Il y a eu un article dans Le Monde le 5 juin que j'ai largement cité. J'étais outré, en fait, qu'on fasse des reproches à Ksenia Federova et qu'on omette ce qui s'est passé le 25 mai dernier et ce qui se passe en ce moment en Ukraine, une série d'hommages aux nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis et qui ont participé à la Shoah. Et la preuve, vous allez sur les réseaux et vous allez Yad Vashem, ça vous dit quelque chose, le Yad Vashem ? C'est pas rien quand même. Ils ont fait un tweet pour dénoncer la participation de Zelensky à la réanimation d'Andrei Malnik le 25 mai dernier. Donc, moi je pense que l'Ukraine est sur une mauvaise pente, la pente des retrouvailles avec le nazisme, la collaboration et la participation à la Shoah. Sur ce point-là, d'ailleurs, on est d'accord avec les Polonais qui sont ultra choqués parce que
Zelensky a donné à une de ses armées le nom d'une armée qui se battait aux côtés des nazis. Donc en fait, c'est la preuve d'une panique d'ailleurs de Zelensky. Bon, voilà. Alors en fait, quand j'ai vu Isabelle Saporta, vous avez vu, c'est violent, hein, quand elle dit la vieille famille, on sent, vous voyez, je ne sais pas ce que vous sentez, mais vieille famille qui pense qu'on ne peut pas être juif et français. Vous avez entendu cette phrase, Isabelle Saporta. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est, mais c'est violent. Hein. Et il se trouve qu'elle a un ami de longue date qu'elle a publié longtemps, qui s'appelle William Goldnadel. Et il se trouve que William Goldnadel est mon ami et mon avocat. Et j'ai trouvé que c'était une coïncidence heureuse, un rétablissement de l'harmonie avec elle, de demander à William Goldnadel, qui est juif et français, de déposer une plainte contre ceux qui m'ont diffamé et contre tous les manipulateurs, sans oublier Quotidien, l'Express, etc., tous les moines copistes. Voilà. Mon avocat, Maître Goldnadel, qui est un grand avocat, bien connu de cette maison, va donc porter plainte contre les diffamateurs, car il y a une seule chose avec laquelle je partirai, comme dirait le panache, c'est mon honneur.